J'essaie de trouver les questions, gang. J'espère que vous allez bien. Ouais, c'est normal. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a des gens qui me disaient qu'ils m'entendaient pas bien à cause du micro. Mais effectivement, la musique était vraiment au bout. Là. On était sur le party solide, nous autres. Fait que dites-moi si vous m'entendez bien. Je peux monter mon son toujours. Là. J'ai tout ça disponible juste devant moi. Je suis à la recherche de vos questions de ce matin. Donc, pour ceux et celles qui ont vu la première publication du jour dans laquelle on annonçait le sujet de ce soir, c'est une séance de questions-réponses sur l'alimentation aujourd'hui. Je voulais prendre quelques secondes juste avant de commencer pour vous mentionner euh, un point super important. L'être humain a le vilain défaut d'une certaine façon, quoique ça peut être un déclencheur puis quelque chose de positif, mais je veux qu'on change ça, c'est que on a souvent le vilain défaut de vouloir commencer nos changements annuels ou tout autre changement à des moments précis, des moments ronds, là, le lundi, ou sinon à notre 30e anniversaire, ou sinon au début de l'année en janvier. Et là, bien sûr, je dis ça parce que les temps des fêtes s'en viennent, puis il y a plein de gens qui remettent ça tout le temps plus tard un peu, leur situation de Ah, mais en janvier, là, ça va bien aller. Et ça c'est une attitude, j'en ai parlé maintes et maintes fois dans les dernières semaines, mais c'est une attitude qui a fait en sorte dans le passé que vous avez probablement perdu vos résultats. OK? Fait que ça, c'est pas la bonne attitude. C'est une mauvaise façon de voir les choses. À partir d'aujourd'hui, dès que vous êtes motivé à faire de quoi, vous l'exécutez maintenant. Pas OK, cool, demain matin. Pas à soir. Pas le prochain repas, maintenant. Si c'est de faire 5 squats, tu fais 5 squats. Si tu veux faire une affaire qui te fait faire un pas, si tu planifies ta semaine de repas, tu as fait maintenant, tu le fais maintenant. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à faire exactement la même chose. Ne tombez pas dans le piège d'attendre dans le mois de janvier. Ça ne veut pas dire de tout virer de bord, ça veut juste dire chemine, avance et engage-toi à ce niveau-là. OK? Donc, le meilleur moment, c'est maintenant. C'est extrêmement important de garder ça en tête et de se le rappeler continuellement. Donc, laissez-vous pas berner par cette situation-là. On change dès qu'on est capable. Fait que c'était mon petit point aujourd'hui. Ceci étant dit, c'est une séance de questions-réponses. J'essaie de... Je vais aller sur les questions. Donc, pour ceux et celles qui ont répondu aux questions ce matin, dans les commentaires, j'y vais en ordre chronologique des questions qui ont été posées. Vous pouvez commencer à les poser dans les commentaires. J'essaie d'en faire le plus que je peux d'un coup. Essayez, s'il vous plaît, de mettre le maximum de détails possible quand vous me donnez vos questions, parce que ça fait en sorte que je suis capable d'y répondre adéquatement. Et si je ne suis pas capable d'y répondre mieux, vu que j'en ai plein, je vais être obligé de défiler un suite de l'autre. C'est manque de détails, je vais faire le mieux possible, puis ça sera tout. Donc, c'est un point qui est extrêmement important. Mettez-moi des détails dans vos questions. Je mets juste... étant donné que je ne vois pas vos noms sur mon logiciel, je m'installe pour être capable d'avoir vos commentaires en direct. Ça, on va le supprimer de d'abord. Good. Ça, on peut le supprimer également. Hey, c'est vrai. J'étais en train de penser. J'ai quelque chose de vraiment incroyable à vous annoncer aujourd'hui, c'est vrai. En lien avec janvier. On a quelque chose de fou raide. Je suis en train de complètement l'oublier. Je vais vous en parler maintenant. Ok, je vous en parle maintenant. Je vais vous donner le lien à la fin, par exemple. Okay? Je vais prendre vos questions, puis après ça, je vous redirige. En fait, c'est vraiment simple. Vous le savez, on essaie tout le temps de changer des affaires, faire des nouvelles choses. Puis, je me suis donc posé la question, que fait-on en 2021? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme changement? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire de différemment, puis tester, puis optimiser encore qu'est-ce qu'on a fait? La méthode, évidemment, est toujours la même d'une certaine façon, l'espèce de mon protocole Révolution Santé pour améliorer votre santé sous mes 4 piliers qui sont la préparation mentale, l'alimentation fonctionnelle, l'entraînement bioefficient et de construire des habitudes aussi qui sont efficaces et qui durent dans le temps. C'est toutes des méthodes qui vous permettent d'atteindre n'importe quel résultat que vous voulez. Et on a décidé de faire, attention, on a décidé de faire un calendrier de l'après. Donc, vraiment un 31 jours d'accompagnement du 1er janvier au 31 janvier il va y avoir 4 formations maîtresses. En fait, je vais dire 5, okay? Parce qu'il va y avoir une espèce de formation bonus en lien avec ça, mais je vais dire, il va y avoir peut-être même 6 formations. Il va y avoir 6 formations maîtresses. Oui, les lives sont en rediffusion pendant une semaine, Monica. Donc, il va y avoir 6 formations maîtresses, une avant même de commencer pour se préparer au temps des fêtes. Fait que je vous parle de ça dans quelques secondes. Après ça, il va y avoir une autre formation qui va être maîtresse à toutes les semaines environ sur les 4 piliers différents. Et à chaque jour, vous aurez un cours vidéo d'une couple de minutes dans lequel on va vous faire une réflexion, un exercice, une petite explication, peu importe c'est quoi, ça pendant 31 jours.
Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que, OK, je n'ai vu 1 million là, des défis 30 jours, des défis 14 jours, des défis une semaine, des défis. C'est pas un défi ordinaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Tous les défis dans la vie sont tout le temps des sprints qui servent à rien. Ça veut dire que c'est cool. Ce qu'on veut, c'est se donner du momentum. On veut prendre de la vitesse. On veut créer un effet boule de neige. C'est ça le but de ce défi-là. C'est indéniable. Mais ça ne sert absolument à rien à faire ça si on n'est pas capable de construire des méthodes. Puis si on n'est pas capable de construire aussi quelque chose qui perdure dans le temps. Une fondation qui est solide. OK? Fait que le but du 31 jours, c'est pas juste de prendre de la vitesse, mais c'est de construire quelque chose de solide puis qui va rester. OK? Tony Robbins, dans un de ses podcasts, ça m'a vraiment frappé. Parce que j'écoutais son podcast, je trouvais ça cool. Puis il disait, hey, c'est super cool ces podcasts-là, vous faites bien de les écouter, continuez d'écouter mes vidéos sur YouTube, continuez d'écouter tout. Mais ça, tout ce que ça fait, c'est provoquer de la motivation. Puis de la motivation, c'est une émotion, puis c'est éphémère. Ça part, puis ça revient continuellement. Fait que c'est génial, ça fait bien, mais tu ne réussiras jamais à changer ta vie par un élément motivationnel. Pour changer ta vie, tu as besoin d'une fondation, tu as besoin d'une méthode, tu as besoin de technique, tu as besoin de contrôler ce qui se passe dans ta vie. C'est ça qu'on veut vous donner pendant ce 31 jours-là. Oui, il va y avoir des connaissances alimentaires, mais ça va être question de définir comme il faut c'est quoi tes objectifs, puis comment réussir à faire le pont entre quitter aujourd'hui puis la personne que tu peux devenir pour aller là pendant 31 jours. On ouvre les inscriptions aujourd'hui. Je peux pas croire que je suis en train d'oublier ça. C'était trop la folie dans notre rencontre de groupe, fait que je suis en train de l'oublier. En bonus avec ça, que je vous disais, c'est qu'on va vous donner une formation. Là, vous allez avoir l'accès maintenant. Si vous vous inscrivez, vous allez avoir accès à une formation d'à peu près une trentaine de minutes pour savoir comment vous adapter pendant le temps des fêtes pour ne pas avoir d'effets négatifs sur votre santé. Pas du tout, voire même améliorer votre situation de santé selon le contexte. Okay? Fait il va y avoir ça en bonus et en plus de ça, il va y avoir une formation additionnelle à la fin pour apprendre comment maintenir c'est bien beau ce momentum-là, mais avant de vous laisser quitter, on vous offre une formation additionnelle pour dire comment prolonger puis maintenir ce cap-là tout le reste de votre année et de votre vie. Donc, c'est super simple. Good. Fait que là, sur ça, je vous donne le lien à la fin. Okay? Je vais vous mettre ça dans les commentaires, le lien de ça. Il va falloir que je le pianote pendant ce temps-là. Fait que je vous donne le lien de ça à la fin. Je vais répondre à vos questions d'ici là. Donc, je suis sur le pause de ce matin. Ne demandez-vous pas, vous prenez les questions. Ce matin, j'ai dit, il y a une question-réponse. Le thème, c'est l'alimentation. Posez vos questions ici pour que je puisse y répondre ce soir. J'ai quelques questions là. J'ai fait en rafale. Puis après ça, je reviens à vos questions également. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions alimentaires si vous le voulez. Donc, Christian dit, c'est-tu le premier? Je veux juste être respectueux de l'ordre. Effectivement, c'est le premier. Il dit, pour les noix, arachides et cachous, oui ou non? Oui ou non, je vais juste dire avec modération. Tout est une question de comparaison. Hein? Ça veut dire qu'on les compare à quoi? Pour moi, c'est les pires noix. Ça reste quand même un aliment qui est tolérable d'une certaine façon. Okay? Si on prend la charte là, des aliments d'une épicerie et on regarde c'est lesquels les meilleurs, ben, les arachides et les cachous sont quand même proches là, dans le top. Okay? C'est juste que si tu les compares aux amandes, si tu les compares peu importe, aux noix de macadam, si tu les compares aux pacanes, aux noix de Grenoble, peu importe tout ça, c'est toutes des noix pour moi qui sont profitables d'une certaine façon. L'arachide a l'avantage d'être très élevé en protéines, quoique le cachou l'est aussi, mais vu que c'est dans la famille plus des légumineuses, c'est plus inflammatoire. De la façon que moi je gère ça, c'est que je le trouve comme neutre. Okay? Ça veut dire que c'est quand même positif, il y a un petit peu négatif, mais peut-être pas si significatif que ça. Fait que qu'est-ce que ça fait, c'est que j'ai un armoire qui est bien plein de noix, je l'ouvre quand j'ai le goût de manger des noix. Je vais regarder, est-ce que je vais manger des amandes? Si j'ai vraiment pas le goût de manger des amandes, je vais peut-être me gâter puis manger des cachous, mettons. Mais si je suis totalement indifférent d'un ou l'autre, je vais prendre des amandes. C'est un meilleur choix, simplement. Fait que c'est de la façon que je le traite personnellement. Les arachides, je mange rarement ça. D'un fois du beurre d'arachide, plutôt rare. Amandes salées, c'est correct, que je vois ta question en même temps, Ginette. Amandes salées, je dirais pour tous ceux et celles qui ne mangent aucun aliment transformé, prenez-les salés. Souvent, on a de la difficulté à consommer assez de sel dans notre alimentation. C'est une belle façon d'aller chercher du sel facilement. Les blancs d'œufs de commerce qui sont jaunes, oui ou non? J'imagine que tu parles du fait que dedans, ils ne sont pas tout à fait la même couleur qu'on a. J'aurais tendance à dire oui. Moi, t'avoue que j'ai jamais vraiment investigué en fou là-dedans. Ça fait des années que j'ai pas acheté ça. Théoriquement, c'est juste du blanc. En même temps, c'est la seule méthode d'ajouter juste du blanc. By the way, je dis pas que tu devrais manger que du blanc. Hein. Tu es aussi bien de manger juste des œufs tout courts. Le jaune d'œuf, c'est la partie la plus nutritive. Donc, c'est ça qui est le plus profitable. À mon avis, le point où je pense que le blanc d'œuf peut jouer un rôle, c'est si, disons, tu te fais une omelette. Quelqu'un comme moi qui a besoin de manger 6 œufs, mettons, pour répondre à ses besoins de protéines, des fois, le jaune, vu que c'est la portion la plus grasse, va vraiment couper l'appétit plus que le blanc. Fait que, mettons, je pourrais décider de mettre 4 œufs complets puis ajouter 2 blancs. Je dirais que j'ajouterais des blancs comme ça, mais je vois pas nécessairement l'intérêt de manger des blancs uniquement sinon.
L'huile de caméline, c'est bien ou pas? Monique, je crois, donc c'est une question de Monique, je vais aller pianoter là, mais je crois que pas vraiment. C'est pas si grave, by the way, mais c'est comme une huile de céréales, là, cette affaire-là. Exactement, c'est comme une huile de fleurs un peu. Je vais aller voir un peu la composition, là. C'est plus ça qui m'intéresse. Des acides gras qui sont là-dedans. Il y a quand même 30% oméga 9. Il y a 20 à 30% d'oméga 6. Je te dirais qu'il est comme pas si mal, ok? Il est pas si mal. Il est pas si pire que l'huile de canola. Il y a quand même une belle diversité. Fait qu'il y a quand même le 2 tiers de l'huile qui sont des oméga 3, mais c'est de l'ALA, donc alpha-linolénique. Ok? Acide alpha-linolénique, que ça s'appelle ALA. Ça veut dire que c'est un oméga 3, mais c'est un oméga 3 végétal. C'est pas un oméga 3 qui est essentiel. Contrairement aux poissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des oméga 3, il y en a trois. Okay? Il y a le ALA, lui qu'on vient de nommer là, le DHA et le EPA. Si vous avez déjà pris de la supplémentation d'oméga 3, vous avez pris du EPA et du DHA probablement. C'est de l'huile de poisson. Parce qu'ils sont pas possibles. On n'est pas capable de synthétiser ces deux-là, l'EPA et le DHA. Par contre, si tu as du EPA et du DHA, le corps est capable de créer lui-même du ALA. Mais si tu as du ALA, tu n'es pas capable de créer l'inverse. Ça reste un bon oméga 3. C'est cool d'avoir dans l'alimentation, mais ce n'est pas une oméga 3 qui est essentielle. Mais c'est une excellente huile. C'est une huile qui reste anti-inflammatoire. 30 à 35%, c'est super élevé. Je ne connaissais pas beaucoup cette huile-là. C'est beaucoup pour une huile. Puis il y a 30% d'oméga 9 et il y a juste un 20 à 30% d'acide linoléique, qui est l'oméga 6 qu'on essaie de contrôler. Fait que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 20 à 30% d'huile d'oméga 6 dans le fond. Fait que je te dirais que c'est quand même tolérable. Pourquoi? Par contre, fait une fois de temps en temps, si t'aimes le goût, je sais pas ça sert à quoi. Si t'aimes le goût, ça peut être correct. Par contre, je vois pas pourquoi ça prendrait la place nécessairement de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat. Ben, en fait, je dis ça, puis en même temps, je réalise qu'ils n'ont pas autant d'oméga 3, ces deux huiles-là. Fait que je te dirais que ben oui, ça pourrait faire partie de la diversité. Moi, la façon que je gère les huiles, c'est vraiment d'une journée là, où je mange plein de trucs, je vais essayer de varier les gras saturés. Fait que je vais inclure le beurre là-dedans, puis les gras animaux avec l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile de coco. Puis là, tu pourrais intégrer l'huile de caméline là-dedans, par exemple. Ça veut juste dire, si je me fais des œufs, mettons des œufs, ça a déjà du gras animal, fait que je ne vais pas nécessairement mettre du beurre, je pourrais mettre de l'huile de coco. Si je me fais une salade, puis j'ai pris de l'huile de coco sur l'heure du déjeuner, je vais peut-être me mettre de l'huile d'avocat dedans ou de l'huile d'olive. Puis si le soir, je me fais un steak, disons, le steak est déjà gras, il y a déjà du gras animal là-dedans, mais je vais mettre de l'huile d'avocat pour. Fait que là, je crée une diversité dans mes gras. Fait que je te dirais oui, il pourrait faire partie de ta liste. Est-ce vraiment nécessaire de faire de longs jeûnes ou des 16-20 régulièrement? C'est parfait la différence entre les deux, s'il vous plaît, d'un point de vue santé surtout. C'est vraiment difficile de faire un trait précis là-dedans. Il y a quelques médecins qui suggèrent de faire des jeûnes de longue durée quelques fois par année. Il y a certains médecins qui prétendent que de faire un jeûne ou deux, je ne me rappelle plus exactement de la recommandation, de 7 jours, ce qui est quand même considérable par année, pourrait considérablement diminuer les risques de développer des cancers parce que ça fait une espèce de méga ménage de ton corps à cause de l'autophagie. Moi, je te dirais vraiment de faire de la diversité là-dedans, simplement. Plus ton jeûne est long, moins il y a besoin d'être fréquent. Puis quand je dis ça, c'est pas à la semaine. Voyez pas ça nécessairement à la semaine. Moi, j'ai fait un jeûne de 3 jours dernièrement. Ça faisait des années que je n'avais pas fait ça, je pense. Puis ça se peut que j'en refasse un autre éventuellement, mais c'est pas une nécessité. Mais je pense que c'est une bonne chose d'une certaine façon. Dépasse. C'est dur à dire parce que la plupart des gens m'ont parlé que l'autophagie est supérieure dépasser 18 heures. Mais tu vois, j'ai écouté une vidéo l'autre fois dans laquelle il référait une couple d'études de Thomas Delaware. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme qui prône l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent d'une façon super fonctionnelle que j'aime bien. Il parlait de jeûne intermittent puis il expliquait que l'autophagie se fait de des places différentes dans le corps selon le nombre d'heures que tu fais. Fait que oui, à 18 heures, il y en a plus, mais il y a des parties qui ne sont pas en autophagie, etc. Fait que bref, la réponse, tout comme l'entraînement, le jeûne est un stress, cette diversité-là semble avoir plus d'effets positifs d'une certaine façon. Mélanie a dit bacon de dinde au déjeuner, accepté ou non? Je vois pas l'intérêt. C'est plus transformé que la plupart des affaires, parce que si vous avez déjà réalisé, il n'y a pas vraiment de bacon dans de la dinde. Donc je vois pas l'intérêt. Puis pourquoi pas prendre du bacon normal tant que ça? Prends-le sans additifs, sans antibiotiques, sans hormones de croissance. That's it.
Fait que c'est ça. Il existe une belle marque, je pense que c'est la marque PC qui ont Simplement Naturel, je pense que ça s'appelle, qui font. Il y en a plusieurs autres aussi. Donc, reste, by the way, que ça reste quelque chose d'un peu transformé. Fait qu'on essaie de faire attention. Euh, Quel ingrédient mettre dans les salades pour faire des vinaigrettes autres que l'huile d'olive? Autre bon. Hey, c'est vraiment facile de faire une vinaigrette. Tu mets à FNAF 50-50 huile vinaigre, huile de ton choix, vinaigre de ton choix. Puis il faut que tu mettes quelque chose qui goûte là-dedans. La plupart des gens trouvent que c'est pas bon des vinaigrettes maison parce que les gens ne savent pas comment cuisiner vraiment des vinaigrettes. Mais dans le fond, c'est simple. Tu as besoin du vinaigre, tu as besoin de l'huile. By the way, le vinaigre, c'est juste supposé être un acide. Fait que ça pourrait être jus de citron, théoriquement. Puis ça pourrait être aussi 50% jus de vinaigre, jus de citron, peu importe. Mais huile, vinaigre, mets quelque chose qui goûte. T'as une épice clubhouse que t'aimes d'un légume, mets-le là-dedans. Mettons, chez nous, on aime beaucoup l'épice ail plus. C'est Clubhouse, je pense, qu'ils font ça. Très simple, super facile. Fait que tu peux mettre plein d'affaires là-dedans. Selon ce que tu veux, il y en a qui vont mettre de la moutarde là-dedans qui joue le rôle de vinaigre, by the way, aussi un petit peu. Fait que c'est d'essayer de trouver ton équilibre là-dedans, mais tu peux t'amuser autant que tu veux. Voilà. Pouvons-nous prendre des multivitamines pendant un jeûne? Oui. Ce que tu peux pas prendre pendant un jeûne, c'est des oméga 3 parce que c'est des gras dans le fond. Fait que c'est pas vraiment une vitamine, c'est un gras. Mais les vitamines, là, il n'y a aucun problème à prendre ça, les vitamines et minéraux, pendant un jeûne. J'ai reçu en cadeau l'huile de chanvre pour cuisiner. Est-ce que c'est permis? J'aime pas le mot permis, surtout pas pour le CETO. Okay? J'aime pas du tout ça. On dirait que ça fait comme cette affaire de il y a une ligne ici puis on n'a pas le droit d'y aller. Ce qui est jamais vraiment le cas. J'aurais tendance à dire que oui. Je peux essayer de pianoter un peu sur Google là, si je suis capable de. Puis by the way, là, je fais pas. Je réinvente pas la roue. Là. Je marque huile de chanvre, composition. Puis je vais. Composition, 10% d'acide gras saturé. Fait que. Un peu comme l'huile de coco. 13% d'acide gras mono-insaturé. 77% de gras poly-insaturé, dont 59,5% d'oméga 6 et 17,5%. Fait que tu vois, non, j'aurais tendance à dire non. Probablement que c'est pas la graine de chanvre qu'ils prennent, mais la plante en soi de chanvre. Fait que tu vois, elle, tantôt je vous disais quoi, il y a à peu près 20 à 30% d'oméga 6. Elle est constituée à 59,5% d'oméga 6. C'est pas qu'ils sont si mauvais que ça. Les oméga 6 sont quand même essentiels à notre alimentation. C'est juste que des oméga 6 c'est jamais possible d'une façon naturelle d'en manger en très grande quantité. Mettons du canola, ça a des oméga 6 dedans, mais du canola, pour avoir une quart de tasse d'oméga 6 d'huile de canola, il faudrait que je prenne 400 tasses d'huile de canola pour tu comprends? Dans sa forme naturelle, il faudrait que je mange 400 tasses de canola pour juste avoir un petit peu de ça. Il n'y a pas de gras dans du canola. Fait que c'est parce qu'on réussit aujourd'hui de prendre des champs et sortir du gras de ça en malade dans la tête, mais c'est pas logique d'en consommer autant. Ce qui fait que j'aurais tendance à dire que l'huile de chanvre est plus à proscrire. Sinon, y aller avec une certaine modération, évidemment. Comment stopper le grignotage le soir? Premièrement, avant d'arrêter, vas-y par remplacer. C'est tout le temps plus facile remplacer une habitude que supprimer une habitude. Donc, si tu manges, commence par manger des bons aliments. Déjà, c'est un bon pot de fait. Deuxièmement, assure-toi de manger en fou dans tes repas, particulièrement au soir, particulièrement des aliments qui sont riches en gras naturels. Ça devrait te couper l'appétit. La deuxième chose, pose-toi la question si tu as réellement faim. Ça veut dire, écoute, avant, tu as le goût de manger, ok, mais écoute ton estomac. Est-ce que tu as réellement besoin de mettre quelque chose dans ton estomac? Le 3/4 du temps, la réponse est non. Quand je dis de remplacer, tu peux remplacer même par quelque chose de vide. Bois du thé, bois de l'eau non gazéfiée. Souvent, à chaque fois qu'on a le goût, on met quelque chose dans notre bouche, c'est passé, ça nous revient, puis lentement, l'habitude va se dissiper lentement. Suzy, ton meilleur truc pour contrôler les rages de sucre, est-ce mieux de réduire la quantité ou couper complètement d'un coup? Lequel risque d'avoir un meilleur impact à long terme? Je te dirais que ça dépend de c'est quoi ta réserve de volonté à l'heure actuelle. Quand je parle de réserve de volonté, c'est que plus tu fais des tests, en fait, je vais donner l'exemple que je donne tout le temps qui est super facile. Si tu fais si tu es écœuré, tu fais un régime, tu as un surplus de poids, ça ne te tente pas, tu as fait un régime qui est totalement désagréable le 3/4 du temps, si tu essaies de le refaire, tu vas te décourager 2-3 jours après. Ça veut dire que tu fais quelque chose qui ne te tente pas, tu as besoin de faire preuve de volonté. Donc, quand on fait quelque chose que ça ne nous tente pas de faire, on doit faire preuve de volonté. Puis cette réserve-là a une quantité maximale de tolérée. Fait que si tu es écœuré, tu es tanné, tu es ci, tu es ça, puis tu essaies de faire une coupure de sucre complète du jour au lendemain, probablement qu'après 3 jours, tu vas être écœuré, tu vas être découragé, puis tu vas flancher, puis tu vas en manger plus que jamais. Dans ce cas-là, tu es mieux de le faire graduellement. Mais si en ce moment, tu es comme fraîche et dispo, puis tu le sais que tu es reposé, puis tu es vraiment prêt à te lancer, puis suivre le cap, je te dirais coupe tout complètement.
tu vas avoir un 2 à 4 jours qui est un peu plus difficile, puis après ça, ta vie va avoir changé littéralement. Pendant le temps que tu fais ça, augmente ta consommation de protéines, augmente ta consommation de gras, simplement. Mange autant que tu veux, la quantité que tu veux, assure-toi d'être pleine, puis tu vas voir que ça va régler le problème. Je vous rappelle, gang, avoir des rages de sucre, c'est pas quelque chose qui est normal. En fait, oui, c'est quelque chose qui est normal pour tout le monde, mais c'est pas quelque chose qu'on devrait vivre quotidiennement. Une rage de sucre, c'est significatif plus d'un déséquilibre au niveau nutritionnel, de stress ou de problèmes émotionnels ou de problèmes de sommeil. Je voyais Manon justement qui disait qu'elle a commencé à couper d'une façon drastique, puis ça lui a permis justement de le faire. Puis je pense également que c'est la bonne façon, là, vraiment. Pourquoi le chocolat 85% est bon pour la santé si je mange 2 carrés par jour, est-ce trop? Pas du tout. Le chocolat, c'est vraiment pour les polyphénols. Le chocolat, c'est vraiment une des meilleures sources en polyphénol, qui est une forme d'antioxydant qui est, ma foi, impressionnante. Si vous avez écouté ma formation, c'est suppléments, là, je parle du guide comparatif des suppléments que le docteur McWilliams, je ne sais plus c'est quoi exactement son nom, il a fait, puis c'est vraiment une découverte de plus en plus impressionnante, les polyphénols, qui est une des meilleures sources de ce antioxydé d'une certaine façon, puis le stress oxydatif, c'est tout, ça crée dans le fond, notre corps se magane par le stress que l'environnement lui soumet, puis notre capacité à se désoxyder, c'est probablement la meilleure méthode, puis le polyphénol en fait partie. Fait que le problème avec le chocolat, c'est le sucre qui est dedans. Fait que dans le 85%, on prend pour acquis que la quantité de sucre est assez minimale pour faire en sorte que l'effet positif du polyphénol est là. Donc, 2 carrés par jour, c'est non seulement approprié, mais je te dirais même recommandé. Personnellement, c'est un bonus d'ailleurs que je vous donne dans le 31 jours, là, mon document sur comment laisser les mitochondries fonctionner à leur plein potentiel. Manger des coins de porc, c'est-tu correct ou pas? Les coins de porc, c'est free, fait que c'est pas génial. Toute la friture, c'est un peu de la crap. Je ne saurais même pas te dire si c'est mieux que des chips. Probablement que oui, parce qu'il y a moins de glucides, mais c'est tout aussi inflammatoire. Fait qu'essaie de te tourner autour de des vrais aliments sains. Pose-toi la question pourquoi tu as besoin de manger ça. Simplement. Si tu as faim, mange un repas tant qu'à ça, si tu as réellement faim. Mange des œufs à la coque, des œufs farcis, mange whatever, c'est pas important. T'es mieux de manger un petit repas que de manger ça, à mon avis. Si tu manges juste pour grignoter, très mauvaise habitude. Il faut changer cette habitude-là. C'est pas quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi ajouter du gras dans le café? Beurre, huile, quel avantage? Le matin, ça coupe les bienfaits de jeûne. Boire à quel moment de la journée? Dans quel contexte? Le café, c'est une des meilleures sources également de polyphénol. Polyphénol est absorbé davantage avec des gras. Donc, le café gras, c'est vraiment Dave Asprey dans son livre Bulletproof, The Bulletproof Diet, qui parle de ça, dans lequel il explique à quel point les gras sont nécessaires, entre autres, au bon fonctionnement du corps. Et qu'il mentionne que de mettre du beurre, lui il a changé pour le beurre, je vais vous expliquer pourquoi aussi dans le café, il permet d'améliorer l'absorption. De mettre de l'huile MTC à l'intérieur, combinée au beurre, ça permet. L'huile MTC, je vais clarifier cette histoire-là de café gras. Donc, je trouve que c'est pertinent. Il y a beaucoup de gens qui ont cette question-là. Donc, Dave Asprey recommande, c'est vraiment un boost. Okay? Tu prends un café, c'est un stimulant. Il y a des polyphénols dedans. Tu mets un petit peu de beurre dedans, ça améliore l'absorption des polyphénols. Pourquoi pas de la crème? C'est gras aussi de la crème. C'est que la caséine, la protéine qui est dans les produits laitiers, diminue l'absorption des polyphénols. C'est ce qui fait, c'est une des raisons pourquoi vous devriez, par exemple, arrêter de gratiner des brocolis. C'est rare qu'on gratine des brocolis, mais vous mangez même du fromage avec des brocolis, parce que les brocolis, c'est une autre source qui a des polyphénols dedans, qui a des antioxydants dedans. Ça fait en sorte que ton corps, quand tu as des fromages ou n'importe quel produit laitier, ça diminue l'absorption de ces nutriments-là. Fait que c'est pas profitable. Fait que lui, il met du beurre plutôt que de la crème. Donc, il garde juste la portion gras. Il n'y a plus de caséine pratiquement dans le beurre et il le met là-dedans. Tu peux mettre même du ghee, si tu veux, qui est du beurre clarifié. Fait que là, c'est vraiment 100% le gras, il est extrait, il n'y a rien d'autre que le gras là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il met du beurre. Augmentation des polyphénols, puis la crème diminue l'absorption, ce qui n'est pas super profitable. C'est minime quand même, la crème 35%, ça n'a pas beaucoup de caséine, mais c'est un freak perfectionniste. Il se considère comme un biohacker, fait qu'il est vraiment piqué sur plein d'affaires. Fait que ça, c'est un des éléments. Deuxième élément, c'est que dans son Bulletproof Coffee, il va tout le temps mentionner qu'il va mettre l'huile MTC, de l'MTC de bonne qualité. Lui-même produit une huile MTC. C'est facile de dire, cool, il fait ça pour faire plus d'argent. Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est le genre de gars que ses critères, ses standards dans la vie sont tellement élevés qu'il n'y a personne jamais qui le fait.
Et c'est la raison pourquoi il crée des produits une fois de temps en temps. Sinon, des fois, il en recommande quand il y en a des équivalents, mais sinon, souvent, il en produit lui-même. Et ça, c'est une des raisons pourquoi je pense qu'il fait ça. Il met de l'huile MTC, parce que l'huile MTC, c'est un gras particulier. Tu sais, nos membranes cellulaires sont faites de gras. Notre système nerveux est fait en très grosse partie de gras également. Nos transporteurs dans le corps aussi sont faits de gras. Il y a plein d'éléments qui sont faits de gras dans le corps. Mais l'huile MTC, ça veut dire Medium Triglyceride Chain. Fait que c'est une chaîne à triglycérides moyenne. Ça veut dire que ce gras-là ne peut pas être utilisé comme il ne joue pas de rôle de constitution jamais. Il va toujours être utilisé comme source d'énergie. Donc, quelqu'un qui veut produire plus de cétone, à élever sa cétonémie, l'huile MTC aide de le faire. Et lui, il ne propose pas, et je suis plutôt d'accord avec ça, il ne propose pas d'avoir une diète cétogène à temps plein. Tu peux avoir une. Puis là, je parle de cétogène strict, là, dans lequel tu es à plus que 1,5 mmol par litre. Il considère que si tu es vraiment en cétose élevée alimentaire, c'est bon pour le corps sur des périodes, mais c'est plus profitable d'avoir une production faible de cétone puis pas être en cétose alimentaire. Puis également, il ne recommande pas d'avoir des pics d'insuline trop élevés. Donc, on évite les sucres raffinés puis les grandes quantités de glucides. Puis en fait, tous les glucides rapides, là, ça inclut le pain et les farines, tout ça. Fait qu'on évite ça. On se concentre autour des légumes et des noix. Puis si on va en cétose, que ce soit par le jeûne ou par l'alimentation cétogène, on essaie de ne pas y aller pendant des trop longues périodes. Donc, l'espèce d'alimentation cétogène modérée libérale serait probablement le juste milieu. Donc, l'avantage d'être en cétose alimentaire élevée, c'est quoi? C'est pratiquement juste d'avoir une concentration qui est incroyable que les cétones nous apportent. Si je veux avoir cet effet-là, mais garder le 50 grammes, le modéré libéral en termes de quantité de glucides, qui est vraiment l'alimentation fonctionnelle, by the way. Pour moi, l'alimentation fonctionnelle se situe pas mal là-dedans, dans le 50 à 100 grammes de glucides, à mon avis. À moins que tu sois plus actif et des affaires comme ça, que tu vas pouvoir aller tirer avec peut-être un 150 avec des légumes racines qui restent anti-inflammatoires également. Mais si tu es dans du 50 à 100 grammes, tu produis un petit peu de cétone, puis tu prends de l'huile MTC, ta cétonémie va augmenter. Parce que c'est un gras qui va être utilisé juste comme source d'énergie, puis ça va faire en sorte que tu vas être capable de produire de l'énergie que ça. Donc, c'est ça l'histoire du gras dans le café. Pourquoi le prendre? Pour aucune autre raison que ça. Fait que l'huile MTC n'est pas nécessaire si tu ne veux pas augmenter ta cétonémie. Le gras n'est pas nécessaire si tu ne veux pas nécessairement bénéficier des polyphénols qui sont là-dedans. Moi, je le prends en noir. Simplement parce que j'en bois beaucoup trop, que j'en ai un là. Je suis rendu sur le décaf parce que j'en prends plein par jour. Puis le décaféiné a les mêmes bienfaits parce qu'il y a les polyphénols dedans quand même. Le matin, ça coupe la faim. Boire à quel moment de la journée, dans quel contexte? Honnêtement, tu peux boire ça quand tu veux. Il n'y a pas vraiment de problématique là-dedans. Je ne recommande pas de le boire pour des raisons de s'éveiller. Je trouve que c'est une mauvaise raison. Si tu as des problèmes de sommeil, ça peut les camoufler. Fait que tu es mieux de les prendre de pas dépendre de ça. Julie, les poissons sauvages, les poissons dits sauvages qu'on retrouve dans les frigos des commerces. Vraiment sauvages? Point d'interrogation. Un poissonnier m'a dit de me méfier de ça, que les poissons sauvages seront toujours congelés. Impossible de répondre à cette question-là, Julie, malheureusement. J'ai pas fait mon enquête là-dessus. Puis, moi, de la façon que je fonctionne, je vous parlais de Dave Asprey, par exemple. Dave Asprey, c'est quelqu'un que j'ai de confiance. Ça veut dire qu'Usana, par exemple, c'est la marque de suppléments que j'ai le plus confiance. Pourquoi? Parce que si vous avez écouté ma conférence des suppléments, vous savez qu'on n'a aucune certitude de la biodisponibilité des suppléments, ou même qu'est-ce qu'il y a dans les suppléments aujourd'hui. La biodisponibilité, ça veut dire notre capacité à notre corps de l'absorber. Fait qu'il y a de la vitamine C, mais on ne sait pas si notre corps est capable d'absorber cette vitamine C-là. Tandis qu'Usana, leurs critères sont excessivement élevés. C'est la raison pourquoi le monsieur McWilliams qui fait son comparatif de suppléments met Usana dans le top là-dedans. Fait que moi, j'ai la confiance dans Usana, dans les produits qu'ils font tout le temps. C'est ce qui fait que je ne vérifierai pas puis je ne contre-vérifierai pas 75 suppléments qu'ils vont faire. Dave Asprey, c'est la même chose. Dave Asprey, c'est quelqu'un que j'ai confiance en lui parce que c'est quelqu'un de très picky puis il crée des affaires parce que dans la société, il n'y a rien qui est assez standard. Puis moi, je suis le même. Mais je suis pas du genre à vouloir ce qui est pas pire, à tolérable. Je veux ce qui est de mieux, sinon aussi bien pas en prendre simplement. Donc, ceci étant dit, malheureusement, dans le domaine du poisson, j'ai pas eu de recommandation jamais de ma vie d'une certaine façon. T'sais. On a acheté un bœuf dernièrement. Nous, je viens au Lac-Saint-Jean, vous le savez, au Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean. Il y a une ferme ici qui élève eux-mêmes le bœuf. Ils n'ont pas de certification biologique. Je pourrais me faire entourlouper ben raide. Pas de certification biologique parce que c'est complexe à avoir. Il faut faire certifier tous les champs que les bêtes peuvent manger dedans. La vache, si elle sort dehors broutée, il faut que cette zone-là soit certifiée biologique également. Fait que ça ne l'est pas, mais ils font une très grande attention aux bêtes. J'ai pu parler aux personnes, etc. Donc, eux, j'achète les produits-là.
Les poissons, c'est quasi impossible de faire ça. Je suis même pas certain que c'est possible d'en acheter à quelque part. Fait que vraiment, je peux pas te répondre à ça, mais on n'a pas le choix de faire avec les étiquettes. On le sait qu'il y a de la fraude, là. On l'entend à des places, mais il y en a tout le temps. Mais moi, je continue de penser qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'on pense. C'est juste parce que la job des nouvelles, c'est de nous dire tout ce qui va mal sur la planète. Ça nous donne l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais si à chaque fois on voyait qu'est-ce qui était correct, ça nous permettrait de voir autre chose d'une certaine façon. Fait que bref, jusqu'à nouvel ordre, à moins que tu aies une référence fiable, on n'a pas le choix de se fier à ça d'une certaine façon. Mais sinon, tu peux t'informer à un spécialiste qui s'y connaît plus. Je suis convaincu qu'à quelque part au Québec, il y a un poissonnier beaucoup trop obsédé sur sa passion du poisson, qui sait exactement les poissons viennent de où, puis toute la patente. Isabelle, les courges, ça pousse au-dessus de la terre, mais doit-on les mettre dans la même catégorie que les légumes racines? Ils sont comme un peu un milieu entre les deux, ces courges-là. D'un point de vue microbiote, c'est quelque chose qui est plus riche en lectine, donc certains irritants pour l'intestin. Il faut faire un petit peu attention à ça. Ce qui fait que je ne dirais pas d'en consommer en très grande quantité en tout temps. Mais dans le fond, il faut comprendre, là, les légumes racines, même s'ils poussent sous la terre, sont tous des aliments fonctionnels. Ils sont juste un peu plus élevés en glucides. Mais c'est pas des aliments qui sont inflammatoires. Donc, ce qu'on émet, c'est l'hypothèse que de ne pas manger des légumes racines, ça va possiblement me faire perdre plus de poids parce que ce qu'on voit, c'est que quand notre insuline est plus basse, notre corps est plus facile à évacuer des graisses. C'est ça qu'on prétend. Les courges sont quelque part dans le milieu là-dedans. Un petit peu. Puis encore, il y a des légumes racines qui sont faibles en glucides. Il y a l'exception tout le temps à la règle, mais ce qui fait que les courges sont un peu plus élevées que les légumes qui poussent au-dessus de la terre, sont un peu plus faibles que la plupart des légumes racines. Pour moi, ça reste un aliment fonctionnel. Si vous avez des problèmes d'intestin, il faut faire un petit peu plus attention à ça. Ça pourrait occasionner certaines problématiques. Mais c'est ça. Fait que la modération, mais j'aurais pas de contre-indication là-dessus. Les bienfaits d'un jeûne. Bon, d'après les experts, le jeûne entraîne une perte de poids, stimule le cerveau et le système immunitaire, soulage les allergies environnementales, fait baisser l'insulino-résistance et la tension artérielle, améliore la résistance aux neurones, aux mécanismes de dégénérescence, favorise la normalisation de la flore intestinale. Je sais pas ça par cœur, c'est Julie qui l'a publié dans les commentaires. J'aurais pas dû le dire à Julie, on aurait été complice que je passe pour un expert. Je pense que c'est bien mentionné d'une certaine façon. Pour moi, le jeûne, là, c'est le seul état dans lequel on le sait qu'il ne se passe rien de négatif dans le corps. Le plus gros défi pour la majorité des gens, là, c'est pas qu'il te manque de bons aliments, c'est que tu manges trop d'affaires qui sont négatives pour toi. C'est pour ça que j'aime le jeûne. Dans le doute, jeûne. Ça veut dire, mettons, quelqu'un me dit qu'il y a des problèmes digestifs, des problèmes de gaz, je vais faire jeûne. Jeûne, au pire 2 jours jusqu'à ce que tout soit disparu, recommence à manger. Si tes gaz reviennent, pack, stop, regarde ce que tu as mangé, c'est sûr, c'est dans ces aliments-là. Je trouve ça beaucoup plus simple que le protocole FODMAP. Fait que dans le fond, le message Chantal vient peut-être à toi aussi. Là. Le protocole FODMAP qui a une grande liste d'aliments, puis il va les retirer un à la suite de l'autre pour voir si ça va se passer, puis c'est un petit peu interminable. Puis là, quand tu réussis à non, il enlève presque tout, puis il réintègre une à la fois. C'est super long, super complexe. J'adore le jeûne pour ça. Fait que pour moi, c'est l'état dans lequel ton système fonctionne juste bien. Parce qu'il n'y a pas d'intrusion. Il fonctionne au neutre d'une certaine façon. Puis si tu es capable de donner des vitamines aux minéraux, il fonctionne absolument à son plein potentiel. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc, tout ce qui était mentionné là est absolument bien. Est-ce que c'est une obligation? Non. Est-ce que c'est bénéfique d'en faire à une certaine fréquence? Je pense que oui. J'ai acheté ça parce que je cherchais un support pour rouler au jambon ou saumon fumé. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des wraps, egg wrap, wrap à l'œuf et chou-fleur. Blanc d'œuf liquide, œuf anti-liquide, poudre de chou-fleur, huile d'olive, sel, gomme de xanthane, épices, acide citrique. Honnêtement, c'est un aliment transformé. Je catégorise que c'est probablement pour des choses un peu d'exception. Mais honnêtement, c'est relativement impressionnant. Je trouve ça bien. Okay? C'est imparfait. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien vraiment. Est-ce qu'on est obligé de manger ça toutes les semaines? Pas obligé, mais pour un dépanneur comme ça fait. Elle a aussi un autre ici qui est un petit wrap. Elle l'a vu chez Maxi qu'elle a dit. By the way. Ça intéresse certaines personnes. Après ça, j'ai une autre photo ici qui dit wrap de parmesan. Pas très fan de fromage, tu le sais, je crois. C'est les ingrédients que je veux. Les macros m'intéressent pas beaucoup. Où sont les macros, les ingrédients? Je sais pas si tu mes amis. Je pense que j'ai pas les ingrédients. Ça doit être juste du parmesan, probablement, les ingrédients. Je sais pas si c'est ça.
Il y en a, il me manque d'infos pour donner un peu plus de détails. Je sais pas si je le vois pas parce que je suis idiot ou parce qu'il n'est pas écrit. Ah oui, je le vois là. Lait, sel, culture bactérienne, enzyme, exactement. C'est juste du parmesan. Ce qui est correct. Ce qui est correct. Le riz cuit et refroidi est plus riche en fibres, mais si on le réchauffe par après, est-ce que ça revient au même que le manger tout de suite après la cuisson? Oui, il faut qu'il soit froid. C'est ça. C'est vraiment aussi simple que ça comme question. Mais effectivement, c'est du riz refroidi et plus élevé en fibres. Ils appellent ça des amidons résistants. Ça veut dire que c'est un amidon, c'est comme le riz est déjà un amidon, mais lui, il n'est pas digestible. Euh, le fromage de chèvre et de brebis est-il aussi inflammatoire que celui de vache? Ok, semble-t-il que non. Je pense que Namasté, tu m'avais posé la question dernièrement. Semble-t-il que non. Je suis pas en tout capable de te répondre pourquoi. C'est peut-être juste de la façon que les bêtes sont élevées, by the way. Mais je suis pas capable de te répondre pourquoi, malheureusement. Fait que j'aimerais d'élaborer plus, mais je pense qu'il est plus toléré, effectivement, normalement. Chantal. Je m'interroge de boire un verre de vin et un petit truc sucré pour le temps des fêtes. Ou devrais-je m'abstenir? Petit fruit dans le chocolat noir fondu. Moi, justement, c'est ce que j'allais te dire. Un verre de vin, cool, il peut avoir une modération là-dedans. Un petit truc sucré, pourquoi ne pas trouver quelque chose de fonctionnel et bon? Dans le fond, là, quand vous avez le goût de quelque chose, posez-vous la question, quelle est la chose la moins pire qui va me satisfaire, simplement. Parce qu'effectivement, des petits fruits de chocolat noir, ça peut être absolument délicieux. Quitte à prendre un chocolat 70%, si c'est là que tu vas aller, c'est pas grave, tu sais. Pensez tout le temps à ça. C'est vraiment une bonne solution. Je travaille beaucoup sur l'alimentation fonctionnelle et FODMAP. Donc, je viens d'en glisser un mot un peu du FODMAP. Alors, lors des périodes de jeûne, on fait quoi avec l'entraînement? Tu t'entraînes anyway, ça change absolument rien sur l'entraînement. Ton corps a une capacité de s'adapter d'un point de vue énergétique qui est vraiment impressionnante. Euh, c'est un mythe le fait que tu manques d'énergie. En fait, c'est un mythe pour ceux qui ne sont pas adaptés à carburer ses graisses. Mais ton corps, là, il est génétiquement adapté pour carburer ses graisses sans aucun problème. Fait que si tu oublies cette croyance-là, tu vas te rendre compte que tu fonctionnes bien. Ça se peut que tu sois les premières fois moins bonne, moins performante parce que ça fait probablement des décennies que tu t'entraînes avec des glucides comme source d'énergie. Puis là, tu peux avoir des gras comme source d'énergie, mais c'est ton corps qui va y produire. Mais cette capacité-là, il peut l'avoir perdu avec le temps. Donc, ça se peut que ce soit plus difficile les premières fois. Si c'est le cas, tu peux commencer juste par de la marche pour augmenter l'intensité graduellement. Lentement, tu vas réussir à faire le switch, mais il n'y a aucun problème avec ça. Pourquoi il n'y a pas de produits laitiers dans l'alimentation fonctionnelle, yogourt et fromage? C'est vraiment juste parce que l'alimentation fonctionnelle, le but là-dedans, c'est de mettre en avant-plan les aliments qui sont les plus riches, principalement en vitamines et minéraux. Après ça, de regarder c'est quel type d'aliments que ça te donne, quel type de protéines, de gras, puis tu essaies de te balancer là-dedans. Mais il y a assez de diversité alimentaire pour être capable de manger toutes tes protéines, tes glucides puis tes lipides dans des aliments qui sont très riches en vitamines et minéraux. Des produits laitiers, c'est assez vide en vitamines et minéraux. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Bon, il y a du calcium, c'est tout. Mais possiblement même qu'on surconsomme du calcium à cause de ça. Donc là, il pourrait y avoir un débat là-dedans. Je suis dans une certaine incertitude. Mais bref, tout ça pour dire que du calcium, il y en a dans presque tous les aliments, honnêtement. On est capable de trouver ça vraiment partout. Puis c'est pas du tout stressant puis inquiétant, d'une certaine façon. Si tu as une belle alimentation, il y en a pas en grande quantité, mais dans presque tous les légumes puis les noix, il y a un petit peu de calcium, puis tu vas réussir à avoir l'apport que tu as nécessairement. Fait que la question serait plutôt l'inverse. Pourquoi intégrer les produits laitiers dans l'alimentation? Ça nous apporte quoi? Euh, donc, ceci étant dit, la raison pourquoi, c'est vraiment des arguments, entre autres. Donc, pourquoi ne pas en manger? Dans l'univers du culturisme, c'est prohibé. Fait que clairement, pour éliminer du gras, c'est pas profitable. Ça, c'est clair. La raison qui expliquerait ça, c'est que les vaches sont en gestation parce que théoriquement, ils allaitent, là, même s'ils font ça toute leur vie, pour produire du lait. Ce qui fait qu'il y a des phytoestrogènes qui augmenteraient la sécrétion d'estrogène. Pour tous ceux qui ont des hanches fortes, ça, c'est significatif d'estrogène élevé. OK? Fait que diminuer sa consommation de produits laitiers est encore plus important pour les personnes qui ont les hanches fortes, mais ça fait en sorte aussi que l'estrogène peut faire en sorte que tu stockes plus de graisse. Euh, En plus de ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais des produits laitiers, si on arrête de consommer ça dans notre vie, on devient intolérant au lactose. Comme presque tous les animaux, en fait, qui n'en consomment et après ça, normalement, arrêtent et après, notre système digestif devient intolérant au lactose. On n'est plus capable de digérer ça.
C'est étrange comme phénomène. Et là, je me pose la question, est-ce qu'on ne serait pas justement fait pour arrêter d'en consommer à un certain point? Peut-être je me trompe, je trouve ça étrange. Fait que ce cumulatif de tout ça fait en sorte que, vu qu'en plus de ça, il n'est pas particulièrement riche en vitamines et minéraux, je le vois plus comme une gâterie, mais une gâterie neutre, un aliment neutre qui n'a pas nécessairement d'effet négatif pour la santé, mais qui ne propulse pas ta santé à un autre niveau non plus. Fait que tant qu'à ça, tu peux aller la chercher ailleurs, cet aliment-là. Voilà. Pourquoi ne pas de lait et oui de la crème? Du lait, là, c'est juste de l'eau puis du sucre. Puis 2 gouttes de protéines. C'est juste que c'est du lactose, donc c'est un sucre un peu plus complexe que du sucre, qui est du sucrose. Mais vraiment, c'est pas génial. Donc, c'est juste pour ça. Pour moi, boire un verre de lait, c'est comme boire un verre d'eau avec du miel dedans. Je comprends pas, ça sert à rien. Il n'y a rien dans ça. La crème a beaucoup moins de glucides, beaucoup plus de gras, coupe plus l'appétit également. Donc, la crème, c'est juste l'alternative au lait. Parce que si tu me disais c'est quoi je mets à la place de mon lait ou whatever, le mieux, ça serait juste oublier les deux, simplement. La crème n'apporte rien de très positif non plus à l'alimentation, rien de particulier. Mireille, c'est quoi vos trucs pour arrêter de manger du dessert? Souvent noix et chocolat noir et des fat bombs ou fruits avec crème. Ça va être bizarre, je ne veux pas sembler impoli dans ma phrase, mais arrête simplement. Mange n'importe quoi d'autre, mais mange pas quelque chose de sucré. Il faut comprendre c'est quoi l'intention dans votre action. Quand votre but c'est d'arrêter de manger du sucre, arrêtez de manger du sucre. Trouvez n'importe quelle autre alternative, puis arrêtez de manger du sucre. Ça m'arrive sincèrement des fois que j'ai comme des espèces de petites rages de je veux manger quelque chose de bon, qui est purement émotionnel, puis je vais me faire cuire, mettons, des tranches de bacon, puis je vais manger ça, parce que ça ne me tente pas de replonger dans cette envie-là de sucre qui est, d'un, du sucre, c'est pas consistant, ce qui fait que tu peux en manger à l'infini, puis tu n'es presque jamais plein. Tandis que quand tu manges des aliments entiers qui sont consistants, que tu trouves bons, c'est différent. Mettons, on parlait de fromage tantôt, tu as le goût de manger du sucre, tu es d'une rage, mange du fromage si tu veux pour l'instant, ça me dérange pas pantoute. T'aimes les ailes de poulet, tu as le goût de cheater, mange des ailes de poulet buffalo, c'est pas sucré. Garde-toi, c'est pas grave. Lentement, tu vas te dissocier totalement de ça. Okay? Quand tu dis qu'il faut manger 150 grammes de poulet, par exemple, c'est 150 grammes cru ou cuit. Est-ce que le nombre de grammes de protéines dans le poulet reste le même, qu'il soit cuit ou non? C'est cuit. C'est tout le temps à cuit. Dans le fond, moi, je veux vous donner les références pour que vous soyez capable de faire. Mettons que tu serais d'un buffet, tu remplis ton assiette, puis c'est ça. Fait que c'est tout le temps cuit. Oui, il y aura une différence parce qu'il y a plus d'eau dans du cru. Fait qu'il y a moins de protéines par gramme dans du cru, simplement. Mais c'est cuit. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Sophie. Je remonte. Je prends encore un petit 10 minutes pour répondre à vos questions. Vous avez... Pourquoi... Oups. J'essaie d'aller voir tous vos commentaires. On dirait que je les vois pas. Là, je vais retourner sur mon logiciel. Parce que je ne verrai pas vos noms, malheureusement. Mais Facebook, là, j'ai pas trop le temps de gosser parce qu'il reste pas beaucoup de temps, puis je veux vous en bénéficier le maximum, mais il me permet pas d'augmenter jusqu'en haut. Fait que je veux m'assurer de faire ça. Pourquoi les légumineuses sont inflammatoires versus de la choucroute? Je comprends pas la comparaison. Je comprends pas pourquoi tu en es venu à ça. La légumineuse, c'est simple. C'est vraiment simple, la mathématique. En tout cas, à mon observation, là, la mathématique de l'inflammation, quand on regarde ça, c'est tous les aliments qu'on n'a pas consommés dans nos 2 millions d'années d'existence avant l'agriculture sont inflammatoires. Puis la mathématique, elle semble simple. Pendant 2 millions d'années, on a mangé presque tout le temps la même affaire. Notre corps s'est adapté à ça. Puis il est meilleur, il est bon, c'est pas irritant pour lui, il est capable de bien le gérer. Puis là, il est arrivé l'agriculture, après ça, l'industrialisation, qui nous a permis de créer toutes ces variations alimentaires-là. Mais notre système digestif, il a ça, puis il fait c'est quoi ça? Puis il fait son mieux possible avec ça. Mais c'est plein d'intrus, c'est plein d'irritants, c'est plein de toxiques. Puis le système immunitaire, il est incroyable, il se défend là-dessus, il se débarrasse de ça. Mais c'est irritant quand même. Fait que tous les aliments qui sont comme ça. Donc, dans la nature, as-tu déjà essayé d'aller récolter des pois chiches puis d'en manger? Tu vas peut-être réussir à en manger une poignée, mais tu ne réussiras jamais à manger 10 tasses d'une semaine, c'est impossible. C'est probablement la seule raison qui explique pourquoi c'est inflammatoire. Je ne sais pas pourquoi versus la choucroute. Choucroute, c'est pourquoi c'est. Mettons, je vais le prendre sous cet angle-là, vu que j'ai pas plus de détails. Pourquoi c'est bon, c'est simple, c'est un aliment fermenté. Et les bactéries, c'est la meilleure affaire qu'on peut mettre dans notre intestin. C'est aussi simple que ça. Fait que choucroute, fermenté, tout ce qui est fermenté, c'est meilleur pour nous autres. Même que, tu vois, le docteur c'est pas ouais, c'est-tu Joe Dispenza qui a écrit ces livres-là? Ouais, je pense que c'est lui.
qui parle des lectines, entre autres, explique qu'en France, mettons, ils mangent vraiment beaucoup de pain, puis que pourtant, avant, il n'y avait pas de problème d'obésité vraiment. Puis lui, il voit une corrélation avec le fait qu'avant, je ne sais pas si vous connaissez cette époque-là, mais avant, les pains étaient tous faits au levain maison. Aujourd'hui, ils sont faits au levain chimique, au levain rapide. Tu sais, tu mets de la petite poudre, puis ça lève tout seul. Mais un levain maison, c'est fait comment? C'est que tu prends de la farine, tu prends de l'eau, tu mets dans un petit bocal, tu le laisses là à température de la pièce, puis ça fermente. La fermentation, c'est quoi? C'est super simple comme processus. C'est que les bactéries se nourrissent du sucre dans le pain, se nourrissent du gluten. Puis quand ils se nourrissent de ça, ça fait des bulles. Parce que ce qui se rejette de cette consommation-là, c'est du CO2, puis ça fait des bulles. Et donc, là, tu prends ce levain-là et tu le laisses fermenter, ça fait des bulles. Puis à un moment donné, tu le rafraîchis, tu remets de l'eau et de la farine, puis il reprend vie, puis il reprend vie. Pourquoi? Parce que les bactéries, à un moment donné, ils n'ont plus de gluten. Donc, là, ton levain, il meurt lentement parce qu'ils n'ont plus assez de nourriture pour les bactéries, fait qu'il est en train de mourir. Là, tu remets de l'eau, puis tu remets de la farine, puis là, il se renourrit du gluten. Et quand tu prends ce levain-là, puis tu fais du pain, donc là, tu vas prendre, mettons, un petit peu de levain, puis tu vas le mettre dans beaucoup de pain, tu le mélanges, le levain se mélange un peu partout à travers la farine, et là, il fait sa fameuse fonction de se nourrir du gluten, puis ça fait plein de petites bulles, puis c'est comme ça que le pain lève, puis ça fait du pain. Et qu'est-ce que vous avez compris là-dedans, c'est que le pain, d'une certaine façon, va légèrement, en tout cas du moins le levain, les bactéries du levain vont manger une partie du gluten, puis va légèrement fermenter, puis ça réduirait l'effet négatif des pains, entre autres. Fait que ça se expliquerait un des éléments, entre autres, là-dedans. Fait que tout ce qui est fermenté est bon pour notre intestin. Cardio en premier et musculation en deuxième ou l'inverse? Je pensais que le cardio faisait un bon échauffement, mais dans ton atelier numéro 15, disait le contraire. C'est parce que, effectivement, échauffement en premier. Si tu fais un entraînement, si ton entraînement cardio, c'est gambader sur le tapis, je dis gambader pas négativement, là, je dis pas ça avec du jugement, je dis ça dans le sens, tu sais, c'est relax, c'est juste tu jogues, tu sais, c'est smooth pour toi. Puis tu vas t'entraîner après, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais un gros entraînement cardio intense, tu vas être lessivé, puis tu ne seras pas capable de lever les charges. Qu'est-ce qui fait que tu réussis à progresser d'un point de vue musculaire? C'est que tu pousses les charges les plus fortes que tu es capable de lever. Si j'arrive là lessivé puis je suis pas capable de lever mon poids d'habitude, mon muscle ne sera pas stressé puis il ne progressera pas. Fait que si tu fais un entraînement bien relax, cardio, c'est pas grave, mais si tu fais un entraînement intense, il faut qu'il soit après. À l'inverse, mettons qu'on fait le scénario inverse. Je fais un petit échauffement, je fais ma muscu. Là, je suis capable de lever toutes mes charges adéquatement. Là, j'ai les jambes bien molles, les bras bien mous, tout ça. Je vais faire mon entraînement après. Oui, au niveau cardiovasculaire, ça va être plus dur de courir, tout ça, mais ça n'empêchera pas ta fréquence cardiaque de monter dans le tapis. Fait que c'est ce qui fait que dans cet ordre-là, les deux fonctionnent bien, simplement. Fait que c'est la raison qui explique tout ça. Si tu mets ton énergie dans le cardio qui est full. Ah, voilà. Elle a parlé. Après, ça a été répondu. Amande salée, c'est correct. J'ai déjà répondu à cette question-là. Absolument. Y a-t-il un maximum de noix? Il y a de la misère à répondre à cette question-là. Définitivement qu'il y en a. Je sais que ça peut occasionner de la constipation chez certaines personnes. Mais quel est-il? Je ne suis pas capable de me rappeler d'avoir une référence d'un maximum de noix à consommer. Je vous dirais que quand vous allez avoir atteint la tasse de noix, tasse et demie de noix peut-être, selon votre gabarit, là, ça commence à faire. Ça commence à faire. Mais il n'y a pas d'effet négatif à proprement parler, honnêtement. Écoute ta satiété. Un petit 4 minutes de Tabata pour te réchauffer, c'est en masse. Peut-on manger trop d'œufs? Tu sais, là, le poison est dans la dose. Vous avez sûrement déjà entendu ça. C'est sûr qu'il y a un trop maintenant, mais tu sais, le trop est vraiment exorbitant. Moi, je ne m'inquiéterais pas avec ça. Fait que mange pas 3 repas par jour d'œufs. Mais si tu manges des œufs tous les matins pour déjeuner, aucun problème. Là, tu t'aurais 2 dîners avec des œufs, j'aurais pas de problème. C'est une des meilleures sources alimentaires qu'on a sans aucun problème. Je te recommande de manger des œufs bio élevés en liberté, ça risque d'être plus profitable. Puis c'est pas une grosse différence de prix, je pense que c'est comme 50% plus cher, mais tu sais, des œufs, c'est quoi? C'est 10 cents un œuf, je pense. Fait que je pense que ça vaut la peine. En tout cas, personnellement, c'est ce qu'on achète. Mais non, je m'inquiéterais pas pour ça du tout. Comme moi, j'ai pogné le COVID cette semaine, alors j'ai mangé tellement pas bien et pas bougé sauf dormir. Ça faisait 1 mois que je faisais attention, puis plus le cœur est jus. Alors ma question, j'ai peut-être tout perdu ce que j'avais acquis. Là, en ce moment, tu es malade, fait que commence par te guérir, puis d'un deuxième temps, la prochaine fois, réfléchis à ce que comment veux-tu que ton corps
réussi à te guérir adéquatement si en plus tu lui donnes un coup de poing dans le système en lui donnant de la crap. C'est un défi qui est hautement difficile. Mais là, quand tu es d'une période critique, c'est impossible d'espérer avoir. C'est impossible d'espérer avoir des résultats fous. Là. Chaque combat a son temps. Mais non, je pense pas que tu vas avoir perdu ça. Anyway, rappelez-vous tout le temps que ce que vous gagnez, c'est pas vos résultats. Ce que vous gagnez, c'est la personne que vous devenez. C'est les habitudes que vous construisez. Moi, là, si demain, tu veux me faire prendre 50 livres juste pour le test, ça me dérange pas, pas en tout. Parce que je te garantis que dans 50 semaines, je vais les avoir perdus. C'est inévitable. Parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que j'exécute au quotidien, puis ça me stresse pas. Fait que tu dois travailler sur la personne que tu es. C'est la personne que tu es qui fait en sorte qu'est-ce que tu as comme résultat. Les 10 livres que tu as pris parce que, whatever, tu as eu un accident de char, tu t'es cassé une jambe, c'est pas important. Tu vas y revenir sans problème. Quoi manger au déjeuner si allergie aux œufs? Yogourt smoothie, viande. Je sais que je suis weird avec ça, mais il faut arrêter de penser à. Tu sais, là, on est comme, ça se peut pas manger ça s'il y a des recettes que t'aimes qui sont. Tu sais, des fois, il y a des recettes qui sont meilleures au déjeuner qu'ailleurs, des fois, là. Ça serait le cas. Ça, c'est complètement aberrant, cette histoire-là, qu'on dirait qu'un déjeuner le soir, c'est meilleur que le matin, puis que des fois, il y a des aliments que le matin, c'est meilleur que le soir, bref. N'importe quoi, amuse-toi. Pour vrai, c'est un peu aberrant, mais essaie de sortir de la boîte, essaie d'arrêter de penser comme tout le monde pense nécessairement. Puis fais juste te poser la question, si tu as le goût de manger de quoi, qu'est-ce que tu as le goût de manger? Il y a plein de bons petits aliments là-dedans. T'es probablement capable de trouver une bonne qualité de jambon avec ça, puis de faire quelque chose. Il y a plein de trucs. Il y aurait le yogourt noir que tu es capable de mettre avec des fruits des champs. Il y aurait les smoothies, comme j'ai dit tantôt, tu pourrais manger littéralement de la viande là-dedans. On s'en fout vraiment. C'est pas grave. Je mange pas de poisson, donc autre aliment pour oméga 3 à part les suppléments. Il n'existe aucune autre alternative aux poissons que des suppléments. C'est la seule place que tous les types d'oméga 3, comme j'ai dit, mais le EPA et le DHA qui sont les essentiels. Yogourt 2% versus yogourt Liberté 10. Ça dépend de c'est quoi le but du yogourt. Pour déjeuner, la plupart du temps, tu manques de protéines dans ton déjeuner si tu prends du yogourt. À part si tu prends comme 2 tasses de yogourt avec d'autres choses dedans. Ce qui fait que j'aurais tendance à te dire le matin même de prendre du 0% grec si tu es capable. Sinon, si c'est pour ailleurs, tout est relatif à la quantité de protéines où tu les prends. Je te dirais que c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, c'est pas considérablement une source de protéines. J'aurais tendance à dire le zéro. C'est facile d'aller prendre des gras ailleurs. Je n'irais pas les prendre dans mon yogourt. Quel site nous recommandes-tu pour connaître la composition des aliments pour pouvoir évaluer s'ils sont bons ou pas? Je ne sais pas évaluer s'ils sont bons ou pas, mais personnellement, vous le savez, là, je suis beaucoup dans l'anglophone, mais comment ça s'appelle? On est obligé de taper quelque chose. Nutrition Data. Nutrition Data, DATA. Si tu vas là-dessus, là, tu peux marquer n'importe quel. Je vais vous donner un exemple. Tiens. C'est un peu bizarre mon écran là, parce qu'il est comme divisé en deux, mais si j'écris, mettons, Apple Nutrition Data. Nutrition Data, il apparaît tout le temps en deuxième. Apple, gomme cru avec la peau. Je clique ici. Puis là, il va me donner. Pourquoi je l'aime, c'est qu'il y a tout le temps plusieurs quantités. Vous voyez, là, ici, il y a une tasse carrelée ou hachée. Puis là, il y a une coupe, une tasse slicée, une grosse, une moyenne, une petite, une extra petite, 100 grammes. Tu mets ce que tu veux, une grosse pomme. Puis là, tu vas voir en bas plein d'affaires. Là. Il y a les calories, blablabla. Il y a les protéines ici. Il y a les fibres. Il y a plein d'aliments super le fun. Fait que moi, c'est ce que j'utilise pour voir un peu mes macros dans le fond. Ça ressemble pas mal à ça ma réponse. L'autophagie, ça a été répondu, je pense, en bas. Mais l'autophagie, c'est le processus dans lequel les cellules éliminent les parties qui sont les moins sollicitées dans le fond du corps et les recyclent. Fait que dans le fond, mettons dans la cellule, s'il y a une petite organelle qui est inutile, il va prendre ce qui est brisé, il va le jeter, il va prendre les protéines qui restent puis il va les réutiliser. Fait que c'est un processus d'auto-guérison, d'auto-réparation, d'auto-nettoyage, effectivement. Salut Alex, question, est-ce que le jeûne intermittent peut dérégler ma synthroïde parce que je dors très mal depuis que je l'applique 16-8-24? Oui,
Mais ta synthroïde, elle devrait disparaître simplement. Fait que, il n'y a aucune raison que tu fasses de l'hypothyroïdie. Il n'y a aucune raison que tu fasses de l'hyperthyroïdie. À chaque fois que vous avez un problème métabolique, le problème est dans ce que vous mettez dans votre corps. À trois quarts du temps. À part si vous avez vraiment une dysfonction congénitale, pratiquement, là, dans le sens, tu n'es pas de glande thyroïde, je comprends le problème. Mais si tu as une glande thyroïde, tu es quelqu'un de normal, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Fait que oui, ça peut le dérégler, là, puis au fur et à mesure, tu vas améliorer tes habitudes, tu vas être obligé de la faire tester, puis elle va finir par disparaître. Les graines de chanvre dans la salade, très bon, effectivement, une super bonne source de protéines. Avoir mal pendant une semaine est bon de faire un jeûne pour mettre à zéro et recommencer. Je sais pas, tu parles de mal de où? Est-ce que tu commences le jeûne intermittent si tu sautes le déjeuner parce que j'ai pas faim? Est-ce qu'on doit manger plus au dîner et souper? Oui, tu vas manger plus de protéines au dîner pour souper parce que tu vas essayer de respecter tes protéines. Oui, tu vas probablement manger un peu plus de calories sur tes deux repas, mais ça ne sera jamais l'équivalent de tes autres repas le trois quarts du temps. Si c'est naturel pour toi de ne pas manger pour déjeuner, ne mange pas, évidemment. Bon, ouais, j'achève. Quels sont les aliments riches en gras à prioriser? Avocat, olive, huile d'avocat, huile d'olive, les poissons, c'est toutes les meilleures sources aussi. Toutes les sortes de noix et de graines, c'est des choses qui sont à prioriser. Les viandes sont grasses, tu vas en consommer que tu le veuilles ou non du gras animal. Ce qui fait que j'aime mieux mettre l'accent sur les gras insaturés juste parce qu'ils sont plus difficiles à ajouter naturellement à notre alimentation. Est-ce que je peux jeûner, peut faire de l'insomnie? Normalement, non. Normalement, c'est l'inverse. En fait, souvent, ça améliore le sommeil. Ça pourrait arriver, par exemple, que tu gères mal avec la faim, puis ça t'empêche de dormir, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Café, décaféiné, est-ce ok? Absolument, absolument. Ça a les polyphénols quand même. Graines de citrouille dans la salade, aussi très bon, excellent. Que graines de citrouille, la meilleure source de magnésium dans l'alimentation. Vive les polyphénols, chocolat noir, effectivement. Café noir, c'est absolument correct. Une autre question? Costco, chez Avril, blablabla. Poudre de TMC avec fibre d'Acadamia, ça reste bon. De Nutiva. Euh, oui, je trouve ça bizarre que ce soit en poudre. Il doit y avoir un degré de transformation pas tant cool. Mais c'est bien, mais je te rappelle que c'est surtout un stimulant pour élever ta cétonémie. Peut-on faire confiance en la qualité des produits Bull Barn? Je sais pas c'est quoi les fournisseurs, je peux pas répondre à ça malheureusement. Quelle quantité? Car je n'ai pas de limite. Lol. J'ai dit une tasse et demie tantôt. Écoute ta faim, ça coupe quand même l'appétit, puis sinon mélange-la à autre chose, ça va te donner une bonne idée. Euh, je vais devoir arrêter là, les amis. On a dit pâte edamame. Des edamames, c'est dans la famille des légumineuses, c'est inflammatoire. Définitivement moins pire que des céréales, à mon avis. Mais avec modération. Avec modération. J'aime mieux le konjac pour ceux qui aiment ça. J'aime mieux les courgettes pour ceux qui aiment ça. C'est selon vos goûts. Hey, j'étais obligé de vous laisser. Je pensais que j'étais sur le bord d'achever Saint-Siméon, mais il y en a ben trop. Qui a dit ça, là? Je vois, Alex, on veut un week-end virtuel. On parlait tantôt. Vous pouvez dire votre commentaire si ça vous tente. Qui a dit ça? Ah, c'est Namasté, évidemment. On parlait de ça dans notre rencontre tantôt avec les 5 membres là, qui ont le plus participé. Je disais que j'avais vraiment hâte de refaire un événement Révolution Santé. Puis là, Namasté me disait, si tu ferais ça virtuel, c'est sûr ça marcherait, on serait super content, nanana. Fait que dis-moi si ça vous intéresse. Sur ce, je vous rappelle, gang, cette semaine, ce soir, là, à l'instant, on ouvre les inscriptions pour le calendrier de l'après, qui est 31 jours d'accompagnement plus un vidéo bonus avant, temps des fêtes, puis un vidéo bonus après les fêtes pour maintenir le cap après votre 31 jours. Il y a un groupe exclusif pour ça, by the way, qui a été créé également. Je vais aller chercher le lien à l'instant parce que je ne l'avais pas enregistré. Vous allez avoir un petit vidéo à chaque jour, en tout cas du moins du contenu à chaque jour pour réussir à faire en sorte que vous vous lancez en 2021 d'une façon qui est incroyable. Il y a plein de beaux petits trucs qui vous viennent là-dedans. On a monté une planification qui est incroyable avec mon staff. Je suis convaincu que vous allez l'apprécier. Je vous mets le lien à l'instant dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Il n'y a pas beaucoup de jours pour cette formation-là et vous avez, je vous rappelle, en bonus une formation qui va vous permettre de savoir comment éliminer les effets négatifs du temps des fêtes. Donc, profitez-en pour l'écouter avant d'arriver dans le temps des fêtes. Je le sais que c'est plus facile cette année, je le sais qu'il y a moins de gens pour le faire, etc. Mais je suis convaincu que ça va vous permettre également d'améliorer la situation d'une certaine façon. Je vais le mettre en mon nom pour que je puisse l'épingler. Allez vous inscrire, après ça, allez faire votre demande dans le groupe
un petit challenge 31 jours en janvier. Et je vous rappelle une chose, c'est bien cool les challenges, c'est bien cool le momentum. Mais surtout, on veut s'assurer que ça dure dans le temps. Puis je pense que c'est quelque chose, humblement, que je peux assumer le fait que je suis bon là-dedans. Faire en sorte que vous soyez capable de maintenir le cap puis d'évoluer en tant que personne, comme j'ai dit tantôt, puis de faire en sorte qu'on s'en fout de reprendre 5 livres parce que tu sais que tu es la personne qui te permet de le faire puis je sais que vous êtes capable de le faire. Fait que si ça vous tente que je vous accompagne tout le mois de janvier pour starter votre année du bon pied, inscrivez-vous là. Donc, il y a l'information préliminaire que vous allez pouvoir avoir accès tout de suite. Une coupe de bonus super intéressant là-dedans. Comment optimiser vos mitochondries pour avoir plus d'énergie. Guide de changement d'habitude de vie également. Vous allez tout avoir accès à ces bonus-là immédiatement si je ne me trompe pas. Puis après ça, on se lance en janvier. Vous allez avoir une coupe de vidéos, un gros vidéo par semaine à peu près, puis après ça, quelques minutes à chaque jour pour vous mettre dans le bain. Écoutez ça, première heure du jour, bing bang pouf, on commence en force. Puis vous allez établir une fondation solide pour continuer le reste de l'année. Fait que j'espère que tout le monde vous avez apprécié. Il n'y a rien encore. Lundi prochain, il n'y aura pas de contenu. Okay? On est off à partir du 23, nous autres, à aller jusqu'au 4. Le 4, normalement, tout devrait être de retour en ordre. Sûrement réapparaître possiblement. C'est sûr, je vais réapparaître dans le groupe de janvier, by the way, parce qu'on commence le 1er janvier. Et on veut se préparer un peu avant ça. On va vous faire des réflexions. On va regarder comment ça va, c'est sûr. Mais le prochain live devrait être lundi le 4. Lundi le 4 janvier, normalement. Ça se peut que je revienne faire un coucou. Who knows? Ça se peut que je vous avertisse d'avance. Ça se peut que ça soit très spontané. Mais j'espère que vous allez réserver votre place parce que les inscriptions sont fermées dès qu'on arrive l'année prochaine. Puis vous allez perdre théoriquement le bonus du temps des fêtes. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre participation. Ce fut très agréable. Je suis désolé si je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais vous êtes des machines. Vous êtes rendus 135 chez Live à poser des questions. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes. Et à la demande de quelqu'un, je vais mettre, attention, la chanson. Donc, salut tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez vous inscrire, j'espère qu'on va pouvoir se jaser à travers le calendrier de la